Une chose étonnait mon père. La lettre du censeur n'arrivait pas. Il me fit à ce sujet sa première scène, croyant que j'avais soustrait la lettre, que j'avais feint ensuite de lui annoncer gratuitement la nouvelle, que j'avais ainsi obtenu son indulgence. En réalité, cette lettre n'existait pas. Je me croyais renvoyé du collège, mais je me trompais. Aussi, mon père ne comprit-il rien lorsqu'au début des vacances, nous reçûmes une lettre du proviseur. Il demandait si j'étais malade et s'il fallait m'inscrire pour l'année suivante. La joie de donner enfin satisfaction à mon père comblait un peu le vide sentimental dans lequel je me trouvais, car si je croyais ne plus aimer Marthe, je la considérais du moins comme le seul amour qui eût été digne de moi. C'est dire que je l'aimais encore. J'étais dans ces dispositions de cœur quand, à la fin de novembre, un mois après avoir reçu une lettre de faire part de son mariage, je trouvais, en rentrant chez nous, une invitation de Marthe qui commençait par ces lignes. « Je ne comprends rien à votre silence. Pourquoi ne venez-vous pas me voir? Sans doute avez-vous oublié que vous avez choisi mes meubles. » Marthe habitait J. Sa rue descendait jusqu'à la Marne. Chaque trottoir réunissait au plus une douzaine de villas. Je m'étonnais que la sienne fût si grande. En réalité, Marthe habitait seulement le haut, les propriétaires et un vieux ménage se partageant le bas. Quand j'arrivais pour goûter, il faisait déjà nuit. Seule une fenêtre, à défaut d'une présence humaine, révélait celle du feu. À voir cette fenêtre illuminée par des flammes inégales, comme des vagues, je crus à un commencement d'incendie. La porte de fer du jardin était entr'ouverte. Je m'étonnais d'une semblable négligence. Je cherchais la sonnette. Je ne la trouvais point. Enfin, gravissant les 3 marches du perron, je me décidai à frapper contre les vitres du rez-de-chaussée de droite, derrière lesquelles j'entendais des voix. Une vieille femme ouvrit la porte. Je lui demandai où demeurait madame Lacombe. Tel était le nouveau nom de Marthe. « C'est au-dessus. » Je montai l'escalier dans le noir, trébuchant, me cognant, et mourant de crainte qu'il fût arrivé quelque malheur. Je frappai. C'est Marthe qui vint m'ouvrir. Je faillis lui sauter au cou, comme les gens qui se connaissent à peine après avoir échappé au naufrage. Elle n'y eut rien compris. Sans doute me trouva-t-elle l'air égaré, car avant toute chose, je lui demandai pourquoi il y avait le feu. C'est qu'en vous attendant, j'avais fait dans la cheminée du salon un feu de bois d'olivier, à la lueur duquel je lisais. En entrant dans la petite chambre qui lui servait de salon, peu encombrée de meubles, et que les tentures, les gros tapis doux comme un poil de bête, rétrécissaient jusqu'à lui donner l'aspect d'une boîte, je fus à la fois heureux et malheureux, comme un dramaturge qui, voyant sa pièce, y découvre trop tard des fautes. Marthe s'était de nouveau étendue le long de la cheminée, tisonnant la braise, en prenant garde à ne pas mêler quelques parcelles noires au centre. Vous n'aimez peut-être pas l'odeur de l'olivier? Ce sont mes beaux-parents qui en ont fait venir pour moi une provision de leur propriété du Midi. Marthe semblait s'excuser d'un détail de son cru dans cette chambre qui était mon œuvre. Peut-être cet élément détruisait-il un tout qu'elle comprenait mal. Au contraire, ce feu me ravit, et aussi de voir qu'elle attendait comme moi de se sentir brûlante d'un côté pour se retourner de l'autre. Son visage calme et sérieux ne m'avait jamais paru plus beau que dans cette lumière sauvage. À ne pas se répandre dans la pièce, cette lumière gardait toute sa force. Dès qu'on s'en éloignait, il faisait nuit, et on se cognait aux meubles. Marthe ignorait ce que c'est que d'être mutine. Dans son enjouement, elle restait grave. Mon esprit s'engourdissait peu à peu auprès d'elle, je la trouvais différente. Il y a quelques mois, quand je rencontrais Marthe, mon prétendu amour ne m'empêchait pas de la juger, de trouver laide la plupart des choses qu'elle trouvait belles, la plupart des choses qu'elle disait enfantines. Aujourd'hui, si je ne pensais pas comme elle, je me donnais tort. Après la grossièreté de mes premiers désirs, c'était la douceur d'un sentiment plus profond qui me trompait. Je ne me sentais plus capable de rien entreprendre de ce que je m'étais promis. Je commençais à respecter Marthe parce que je commençais à l'aimer. Je revins tous les soirs. Je ne pensais même pas à la prier de me montrer sa chambre, encore moins à lui demander comment Jacques trouvait nos meubles. Je ne souhaitais rien d'autre que ces fiançailles éternelles, nos corps étendus près de la cheminée, se touchant l'un l'autre, et moi, n'osant bouger, de peur qu'un seul de mes gestes suffît à chasser le bonheur.
Nous nous taisions. J'y voyais une preuve de bonheur. Je me sentais tellement près de Marthe, avec la certitude que nous pensions en même temps aux mêmes choses, que lui parler m'eût semblé absurde, comme de parler haut quand on est seul. Ce silence accablait la pauvre petite. La sagesse eût été de me servir de moyen de correspondre aussi grossier que la parole ou le geste, tout en déplorant qu'il n'en existât point de plus subtil. À me voir tous les jours m'enfoncer de plus en plus dans ce mutisme délicieux, Marthe se figura que je m'ennuyais de plus en plus. Elle se sentait prête à tout pour me distraire. Sa chevelure dénouée, elle aimait dormir près du feu. Ou plutôt, je croyais qu'elle dormait. Son sommeil lui était prétexte pour mettre ses bras autour de mon cou et, une fois réveillée, les yeux humides, me dire qu'elle venait d'avoir un rêve triste. Elle ne voulait jamais me le raconter. Je profitais de son faux sommeil pour respirer ses cheveux, son cou, ses joues brûlantes, et en les effleurant à peine pour qu'elle ne se réveillât point. Toutes caresses qui ne sont pas, comme on croit, la menue monnaie de l'amour, mais au contraire, la plus rare et auquel seule la passion puisse recourir. Moi, je les croyais permises à mon amitié. Pourtant, je commençais à me désespérer sérieusement de ce que seul l'amour nous donnât des droits sur une femme. Je me passerais bien de l'amour, pensais-je, mais jamais de n'avoir aucun droit sur Marthe. Et pour en avoir, j'étais même décidée à l'amour, tout en croyant le déplorer. Je désirais Marthe et ne le comprenais pas. Quand elle dormait ainsi, sa tête appuyée contre un de mes bras, je me penchais sur elle pour voir son visage entouré de flammes. C'était jouer avec le feu. Un jour que je m'approchais trop, sans pourtant que mon visage touchât le sien, je fus comme l'aiguille qui dépasse d'1 millimètre la zone interdite et appartient à l'aimant. Est-ce la faute de l'aimant ou de l'aiguille? C'est ainsi que je sentis mes lèvres contre les siennes. Elle fermait encore les yeux, mais visiblement comme quelqu'un qui ne dort pas. Je l'embrassais, stupéfait de mon audace, alors qu'en réalité c'était elle qui, lorsque j'approchais de son visage, avait attiré ma tête contre sa bouche. Ses 2 mains s'accrochaient à mon cou. Elle ne se serait pas accrochée plus furieusement dans un naufrage. Et je ne comprenais pas si elle voulait que je la sauve, ou bien que je me noie avec elle. Maintenant elle s'était assise, elle tenait ma tête sur ses genoux, caressant mes cheveux, et me répétant très doucement « Il faut que tu t'en ailles, il ne faut plus jamais revenir. » Je n'osais pas la tutoyer. Lorsque je ne pouvais plus me taire, je cherchais longuement mes mots, construisant mes phrases de façon à ne pas lui parler directement, car si je ne pouvais pas la tutoyer, je sentais combien il était encore plus impossible de lui dire « vous ». Mes larmes me brûlaient. S'il en tombait une sur la main de Marthe, je m'attendais toujours à l'entendre pousser un cri. Je m'accusais d'avoir rompu le charme, me disant qu'en effet, j'avais été fou de poser mes lèvres contre les siennes, oubliant que c'était elle qui m'avait embrassé. Il faut que tu t'en ailles, ne plus jamais revenir. Mes larmes de rage se mêlaient à mes larmes de peine. Ainsi, la fureur du loup pris lui fait autant de mal que le piège. Si j'avais parlé, ça aurait été pour injurier Marthe. Mon silence l'inquiéta. Elle y voyait de la résignation. Dans ce feu, je grelottais, je claquais des dents. À ma véritable peine qui me sortait de l'enfance, s'ajoutaient des sentiments enfantins. J'étais le spectateur qui ne veut pas s'en aller, parce que le dénouement lui déplaît. Je lui dis « Ah, je ne m'en irai pas. Vous vous êtes moqué de moi, je ne veux plus vous voir. » Car si je ne voulais pas rentrer chez mes parents, je ne voulais pas non plus revoir Marthe. Je l'aurais plutôt chassée de chez elle. Mais elle sanglotait. « Tu es un enfant. Tu ne comprends donc pas que si je te demande de t'en aller, c'est que je t'aime. » Haineusement, je lui dis que je comprenais fort bien qu'elle avait des devoirs et que son mari était à la guerre. Elle secouait la tête. « Avant toi, j'étais heureuse. Je croyais aimer mon fiancé. Je lui pardonnais de ne pas bien me comprendre. C'est toi qui m'as montré que je ne l'aimais pas. Mon devoir n'est pas celui que tu penses. Ce n'est pas de ne pas mentir à mon mari, mais de ne pas te mentir. Va-t'en et ne me crois pas méchante. Bientôt tu m'auras oubliée. Mais je ne veux pas causer le malheur de ta vie. Je pleure parce que je suis trop vieille pour toi. » Ce mot d'amour était sublime d'enfantillage. Et, quelles que soient les passions que j'éprouve dans la suite,
Jamais ne sera plus possible l'émotion adorable de voir une fille de 19 ans pleurer parce qu'elle se trouve trop vieille. La saveur du premier baiser m'avait déçu comme un fruit que l'on goûte pour la première fois. Ce n'est pas dans la nouveauté, c'est dans l'habitude que nous trouvons les plus grands plaisirs. Quelques minutes après, non seulement j'étais habituée à la bouche de Marthe, mais encore je ne pouvais plus m'en passer. Et c'est alors qu'elle parlait de m'en priver à tout jamais. Ce soir-là, Marthe me reconduisit jusqu'à la maison. Pour me sentir plus près d'elle, je me blottissais sous cape et je la tenais par la taille. Elle ne disait plus qu'il ne fallait pas nous revoir. Au contraire, elle était triste à la pensée que nous allons nous quitter dans quelques instants. Elle me faisait lui jurer 1000 folies. J'arrivais une demi-heure en retard pour le dîner. C'était la première fois. Je mis ce retard sur le compte du train. Mon père fit semblant de le croire. Plus rien ne me pesait. Dans la rue, je marchais aussi légèrement que dans mes rêves. J'étais ivre de passion. Marthe était à moi. Ce n'est pas moi qui l'avais dit, c'était elle. Je pouvais toucher sa figure, embrasser ses yeux, ses bras, l'habiller, l'abîmer, à ma guise. Dans mon délire, je la mordais aux endroits où sa peau était nue pour que sa mère la soupçonnât d'avoir un amant. J'aurais voulu pouvoir y marquer mes initiales. Ma sauvagerie d'enfant retrouvait le vieux sens des tatouages. Marthe disait « Oui, mords-moi, marque-moi, je voudrais que tout le monde sache. » J'aurais voulu pouvoir embrasser ses seins. Je n'osais pas le lui demander, pendant qu'elle saurait les offrir elle-même, comme ses lèvres. Au bout de quelques jours, l'habitude d'avoir ses lèvres étant venue, je n'envisageais pas d'autres délices.